L'exception culturelle française n'est pas à la hauteur de l'argent qu'on met tous les ans dans nos infrastructures et nos centrales nucléaires. Ça reste pas comparable. Et donc, la disruption dans l'énergie a pris plus de temps qu'ailleurs. Mais ça, à The Family, on s'en méfie beaucoup. Parce qu'on pense que là où il y a opportunité, un entrepreneur se cache. Et à un moment ou à un autre, les entrepreneurs finissent toujours par trouver un chemin. Finissent toujours par trouver quelque chose, un point de faiblesse, un point de contact, quelque chose sur lequel ils peuvent développer. Et puis, il y a un autre élément à prendre en compte, et cette citation d'Elon Musk pourra vous faire réfléchir dessus, c'est que les entrepreneurs de la génération Internet qui ont fait fortune dans la génération de la première bulle et la seconde révolution de l'Internet 2004-2010 ont aujourd'hui un appétit d'industrie complexe extrêmement fort. Si vous prenez quelqu'un comme Elon Musk, il a gagné sa première fortune en faisant un logiciel qui décompressait des fichiers. Ensuite, il a fait PayPal, donc il s'est attaqué à la banque et à un domaine un peu plus complexe. Et aujourd'hui, il s'attaque à l'énergie, à l'espace, à SolarCity, à Tesla avec les voitures électriques. Et d'ailleurs, il y a cette citation assez fascinante où il dit les grands problèmes, quand j'étais à l'université, les grands problèmes qui me fascinaient étaient l'Internet, l'énergie et la conquête spatiale. Parce que l'énergie reste un besoin fondamental, c'est un problème très gros. Et ils ont un avantage, ces entrepreneurs, c'est que quand ils fondent des sociétés après avoir revendu leur première société, ils ont une forme de capital initial à recycler qui est extrêmement important. Donc ils ont des capex et ils ont des capacités opérationnelles de capital qui sont maintenant dignes des sociétés plus matures des zones industrielles traditionnelles. Par exemple, pour vous donner une échelle, quand Tesla a été fondé par Elon Musk, il a investi le premier jour 100 millions d'euros à la création de la société et il l'a fait depuis un virement de son compte courant. Il a gagné 1,2 milliard dans la boîte d'avant. Il avait les moyens en fait, de financer ce genre de choses. Alors il a eu un petit divorce entre-temps, donc ça a posé des problèmes de financement. Donc le point essentiel et ce qu'on peut appeler le point de contact barbare, c'est que l'inefficacité énergétique atteint des sommets aux États-Unis, puisque je ne sais pas si vous connaissez cette statistique, mais l'inefficacité énergétique aux États-Unis est égale à la consommation énergétique aux États-Unis est égale à la consommation énergétique de l'Angleterre pendant 7 ans. Il y a un vrai problème de déperdition, il y a un vrai problème de stockage, il y a un vrai problème de production, et il y a des problèmes sur tous les acteurs de la chaîne et tous les maillons de la chaîne, qu'ils soient publics ou privés. Et ce problème, en fait, est à lui seul une opportunité, puisque dans le même moment, on a un second problème qui commence à inquiéter quand même les gens, c'est le réchauffement climatique et la situation écologique mondiale. Donc on est face à un problème économique, 2, un problème de société. Donc les deux croisés font qu'un certain nombre de personnes commencent à se dire la fameuse transition énergétique, va falloir qu'elle arrive un peu plus rapidement, que les acteurs traditionnels sont prêts à la réaliser et prêts à la faire. Et donc la façon la plus simple de faire ça, c'est de surtout pas commencer avec les infrastructures. Et alors ça, c'est le point le plus important, je pense, de l'exposé, et qui est le point le plus important de la démarche barbare qu'il faut comprendre, c'est que les approches barbares commencent très, très rarement comme des choses ambitieuses. Et c'est souvent pour ça qu'elles ne sont pas vues par les acteurs en place, c'est souvent pour ça qu'elles ne sont pas considérées par les acteurs en place, c'est parce qu'elles commencent toujours de façon dégradée en bout de la chaîne. Par exemple, si vous prenez l'industrie télécom, lorsque la VoIP IP, c'est-à-dire le fait de pouvoir parler par téléphone sur l'Internet, enfin du moins l'inverse, les gens des secteurs des telcos ont tous eu la même réaction. C'est de dire la VoIP IP, ça ne fonctionne pas. C'est pas de bonne qualité, ça coupe toutes les 20 minutes, c'est terrible, c'est pas une bonne expérience, etc. Donc, on n'est pas menacé. Mais le problème, il est ailleurs. Le problème, c'est que l'arbitrage, c'est quelque chose de grande qualité payant face à quelque chose de qualité moyenne supérieure, gratuit. Donc l'arbitrage est infini. Et les utilisateurs étaient prêts à supporter ces coupures parce que c'était gratuit. Et donc, tout un pan de l'industrie s'est écroulé, la perte de la voix a été précipitée, parce que ces technologies ont d'abord été adoptées par ce qu'on appelle le low-end d'un marché. C'est-à-dire tous les gens
qui en avaient rien à faire de la qualité des communications. Alors oui, les entreprises ont mis très longtemps à switcher pour la VoIP IP, mais grâce à l'argent fait et à l'enthousiasme du début de marché, ils ont pu financer les efforts de développement suivants. Dans l'énergie, c'est la même chose. On est en train d'assister à une attaque sur la couche applicative de l'énergie, notamment sur les questions de consommation d'énergie, d'optimisation de la consommation d'énergie, etc. Et cette révolution logicielle, elle est appuyée par un élément assez étonnant, qui est l'émergence de l'Internet of Things. L'Internet of Things, c'est le fait que maintenant, les objets aussi sont connectés à Internet, les objets aussi sont connectables dans un réseau, les objets aussi sont capables de communiquer entre eux. Et cette double développement, d'abord de l'opportunité de développer des softwares et que les objets sont connectés, ça permet de mettre à l'intérieur de la maison des choses qui permettent de capter de la valeur sur l'énergie, d'offrir de la valeur aux utilisateurs et de maîtriser la chose la plus importante dans toute industrie qui connaît un bouleversement numérique, la relation directe avec le client. Parce que le grand risque, c'est finalement quoi? C'est que les producteurs d'énergie soient transformés en sous-traitants d'applications qui décident quand est-ce que l'énergie est nécessaire ou quand est-ce qu'elle n'est pas nécessaire. Et donc de perdre la maîtrise du lien avec le client final. Alors l'Internet of Things, on pense à The Family, 3 règles, c'est comme les 3 lois de la robotique, elles viennent toujours par 3 il paraît. La première règle, qui est la première loi on va dire, c'est que le prix des objets tend vers 0. Si vous prenez par exemple la Nest, on va parler de Nest après, mais prenons Nest. Nest, c'est le thermostat intelligent qu'on installe dans la maison. Son prix est en décroissance depuis le lancement. Et Google envisage sérieusement de l'offrir gratuitement dans toutes les maisons. Pourquoi faire payer l'objet? Après tout, si on peut capter de la data sur l'énergie de toutes les maisons, c'est une position stratégique suffisamment intéressante pour qu'on puisse offrir l'objet. Et pourquoi on peut offrir l'objet? Parce que les capacités de production et les capacités de fabrication des objets de l'Internet of Things sont de moins en moins coûteux et font transformer ces objets en commodité. La deuxième loi, c'est que ces objets sont assez stupides en fait. Et d'ailleurs, si vous regardez, et c'est assez marrant de le voir, plus ils sont stupides, plus ils fonctionnent. Il y a vraiment, vous pouvez vraiment demander aux gens vous prenez le nombre de fonctionnalités d'un objet, vous les mettez dans un tableau, et vous regardez l'inverse du nombre de fonctionnalités, et vous tombez sur les objets qui fonctionnent le mieux. Jawbone a écrasé tous ses concurrents parce que c'est le produit le plus facile à utiliser et qui a une seule fonction. Tous ceux qui ont fait des trackers hyper performants, compliqués, avec des données hyper précises, etc., vous n'en avez jamais entendu parler, ils sont tous morts. Et en fait, le point, il est là. Le point est que ces objets, à fonction unique, sont en train tels des parasites, de prendre des positions stratégiques à différents endroits et de développer des postures stratégiques de long terme pour ces objets en collectant de la data. Alors la troisième chose, et ça c'est une question de fond sur ces stratégies, c'est une loi qui fait débat à The Family, on n'est pas d'accord. Donc Nicolas Colin a postulé que à la fin, les objets génériques battront toujours les objets spécialisés. Moi, je pense l'inverse. On verra lequel des deux passera pour un idiot d'ici 5 ans. Mais je vais vous donner les deux thèses. La thèse de Nicolas, c'est que les objets commencent toujours de façon spécialisée et de façon simple parce qu'ils ont besoin de conquérir le client. Mais une fois qu'un objet générique universel peut tous les remplacer, c'est lui qui gagne le marché. Et puisqu'il prend une fonction et qu'il la remplace. C'est ce qui s'est passé dans le PC. Les premiers ordinateurs étaient hyper spécialisés. Vous aviez des ordinateurs pour les maths, des ordinateurs pour la bio, des ordinateurs pour je ne sais pas quoi, des ordinateurs pour l'éducation, des stations de travail. Puis un jour, il y a l'ordinateur générique qui est arrivé, puis il a foutu tout ça à la poubelle. Et donc Nicolas dit qu'il y a une analogie énorme entre ce qui s'est passé dans l'informatique et ce qui se passera dans les objets connectés. Aujourd'hui, on est au début du cycle d'innovation. Donc on assiste à un big bang du nombre d'objets possibles, inimaginables, etc. Mais par contre, un jour, un certain nombre d'objets génériques vont prendre le relais. Alors pour vous donner une image très simple, Nest vient de lancer les détecteurs de fumée.
Ils vont peut-être lancer, je ne sais pas, les ampoules intelligentes, le pot de fleurs automatique. Puis un jour, ils auront juste un capteur universel qui, si vous le mettez dans une lampe, c'est une lampe. Si vous le mettez dans un pot de fleurs, c'est un pot de fleurs. Donc c'est ça le générique contre-spécialisé. Alors moi, ma thèse, c'est que je ne suis pas d'accord parce que pour une raison très simple, c'est qu'il y a quelque chose de très différent entre un PC et un objet connecté. Et c'est pour ça que c'est une révolution industrielle incroyable qui va bouleverser l'énergie, qui va bouleverser la distribution, qui va bouleverser tout ça. C'est que pour la première fois, contrairement à l'ordinateur et contrairement à beaucoup d'objets, c'est la fonction de l'objet qui compte plus que son application. Je m'explique. Quand vous utilisez une brosse à dents, ce qui compte le plus dans la brosse à dents, c'est qu'elle a été pensée de façon à vous nettoyer les dents de la façon optimum. Si elle servait aussi de brosse à cheveux, on aurait un problème structurel de design. Et pourquoi? Parce qu'on a un rapport au monde physique qui est un rapport d'intimité et de spécificité fonctionnelle, qui n'est pas du tout le rapport qu'on a au logiciel. Pourquoi les ordinateurs se sont commoditisés et que les ordinateurs spécialisés ont disparu? Parce que les ordinateurs spécialisés étaient le résultat d'une contrainte industrielle artificielle. Il n'y avait aucune fonctionnalité de design. Un logiciel de bio ou un logiciel de maths, c'est la même chose. C'est du binaire, c'est du code qui est exécuté par une machine de Turing. Par contre, cette table, elle porte dans son ontologie la fonction table. Je peux la reconnaître en tant que table, je peux m'asseoir autour parce que je sais que c'est une table. Et si je l'utilise comme une chaise, bien que je puisse m'asseoir sur une table, et que donc en soi une table pourrait être une chaise, je provoque une réaction sociale bizarre. J'en se dirais, mais pourquoi tu ne t'assois pas sur une chaise? C'est au moins ce que ma maman dirait. Donc le point est que cette culture millénaire qu'on a des objets ne risque pas de disparaître avec la révolution numérique. Et je pense que c'est pour ça que c'est une opportunité industrielle incroyable, parce qu'on va assister à l'émergence de designers de niche qui vont développer des expériences parfaites, objet par objet, fonction par fonction, et que l'ampoule ne sera jamais le détecteur de fumée, parce qu'on ne sera pas rassuré à l'idée d'un objet qui fasse deux fonctions. Donc la troisième loi en discussion. Tout ça, en fait, ça crée en fait une disruption sur la chaîne de valeur. Donc ça, c'est la chaîne de valeur avant la disruption. Alors, je vais vous la lire parce que c'est illisible, je suis désolé. Mais en fait, tout simplement, la première étape dans l'industrie de l'énergie, c'est évidemment de produire l'énergie. Ensuite, de transmettre cette énergie, de distribuer l'énergie. Ensuite, c'est tous les services autour de l'énergie et notamment tout le retail qu'il y a autour de l'énergie. Et le dernier, c'est de la chaîne, c'est l'utilisateur final. Dans la disruption, il se passe quelque chose, c'est que non seulement cette chaîne de valeur est attaquée dans toutes ses fonctions. Alors, il y a tous les gens qui réfléchissent à comment produire l'énergie de nouvelles façons. Bon, ça, apparemment, il n'y a pas beaucoup d'idées originales et on n'a pas l'impression qu'il y a grand-chose. Mais il y a des gens qui réfléchissent à comment distribuer l'énergie différemment, comment la transmettre différemment, etc. Mais par-dessus tout ça, il faut rajouter une couche qui est que maintenant, à ces différents niveaux-là, il y a une couche d'information et de services qui est perpendiculaire à la chaîne de valeur. Elle est plus frontale avec la chaîne de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, je peux donner de l'information sur comment l'électricité est répartie dans une maison et comment l'énergie est utilisée, sans avoir besoin de fabriquer cette énergie. Il n'y a plus besoin d'avoir le monopole de la maîtrise de l'énergie pour avoir le monopole de l'information autour de l'énergie. Et donc, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer que ces acteurs ayant des grosses capacités capitalistiques puissent à un moment ou à un autre se dire tiens, je vais remonter la chaîne de valeur. Alors, on pense à qui? On pense par exemple à un Google et ses 37 milliards par trimestre. Mine de rien, quand on a autant d'argent, on a un problème à l'utiliser, cet argent. Il faut trouver des solutions. Alors, j'ai eu la chance de parler la semaine dernière avec quelqu'un dans le secteur qui m'a dit « Mais qu'est-ce que Google en a à faire de l'énergie ?» Alors, je lui ai répondu « Qu'est-ce que Google en a à faire de la fibre optique ?» On reprend l'histoire des telcos. Les telcos sont fascinants parce qu'ils ont fait à peu près toutes les bêtises sur Terre 10 ans avant tout le monde. Donc, c'est toujours une bonne école d'aller regarder. Il y a 10 ans, les telcos disaient « Mais qu'est-ce que Google va faire avec… on va rester les tuyaux ?» Et puis un jour, ils ont menacé Google sur la question de la neutralité du net. Et puis Google s'est lancé dans la fibre. Quand Google s'est lancé dans la fibre, ils ont rigolé en disant « Haha, c'est 60 ans de métier, comment on fait ?» Ils ont débauché tout le monde à tous les étages
de toutes les telcos, en plus de concurrents, comme ça ils ont pu croiser l'info, puis ils ont créé Google Fibre. Ça a pris 1 an de débaucher tout le monde. Donc une fois qu'ils ont débauché tout le monde, ils ont dit bon, mais c'était sympa de débaucher, mais maintenant, il faut mettre en place du capital et des capacités opérationnelles qu'ils n'ont pas. Ah oui, mais c'est bizarre, leur capitalisation boursière est supérieure à la valeur de toutes les telcos réunies. En fait, ils en ont du capital. Donc ils ont commencé. Et aujourd'hui, Google est en train de devenir, avec la fibre, un acteur de premier plan aux États-Unis. Et en plus, on est en train de découvrir que ça fait des années qu'ils achètent des dark networks. Que en plus, en fait, ce n'est pas du tout quelque chose qu'ils ont découvert. Ça fait longtemps qu'ils sont inquiets pour leur neutralité. Et ça fait longtemps qu'ils n'ont pas envie que les telcos les contraignent. Alors, j'étais au G8 récemment, le IG8, qui est, enfin, c'est pas si récent que ça. Il y avait Eric Schmidt sur scène qui avait dit, Stéphane Richard lui avait dit, vous profitez de toute la valeur qu'on vous permet de créer grâce aux tuyaux. Et il lui avait répondu, mais non, c'est vous qui profitez de toute la valeur grâce à l'énergie qui est produite par EDF. Et donc, si vous ne payez pas EDF plus que le prix de l'électricité, nous, on ne vous paiera pas plus que le prix du tuyau que vous mettez en place. Et à ce moment-là, moi, je me suis dit, tiens, c'est marrant, est-ce qu'il est en train de nous dire qu'il va remonter la chaîne jusqu'au bout? Comme ça, il va maîtriser tout ça. Je ne sais pas, c'est une question ouverte. J'ai malheureusement pas le plan stratégique de Google à 40 ans. Et je constate juste 3 choses. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont une ambition intégratrice sans fin, réelle, et ils rachètent des sociétés dans ce domaine-là à tour de bras. Pourquoi Google a racheté Nest 3,2 milliards? Et en France, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir les articles de presse qui sont sortis sur ce rachat en France. En France, on a tendance à taxer ces gens-là de lubie mégalomaniaque. Sauf que derrière lubie mégalomaniaque, on nie leur intelligence. Alors oui, ils sont mégalomaniaques, c'est connu, un secret, mais derrière cette mégalomanie, il y a des vrais plans stratégiques qui sont mis en œuvre. Et l'industrie de l'énergie, c'est une industrie fascinante, parce que toutes ces expériences qui sont en train d'être créées en bout de chaîne sont en train de prendre le contrôle de la relation client. Et c'est le point de gravitation. Parce que celui qui maîtrise le client transforme tous les autres derrière en sous-traitants. Parce que d'un seul coup, il maîtrise. Faisons une analogie avec un secteur qui a connu cette révolution dans les années 80, de façon un peu bizarre. L'aéronautique. Pendant longtemps, les sociétés Airbus, Boeing maîtrisaient la vente d'avions en direct. Ils avaient leur carnet client, ils sortaient leurs clients après le Bourget, etc. Puis dans les années 80, il y a des anciens de Airbus, de Boeing, qui ont commencé à se dire c'est quand même assez marrant comme boulot. On va devenir intermédiaire. On va être les types qui allons prendre la relation client sous le bras avec nous parce que les types nous connaissent, ils nous font confiance. En plus, les gens qui achètent des avions, c'est souvent des cultures, l'Asie, le Moyen-Orient, etc. Ce sont des cultures avec une importance très forte à la relation préalable, beaucoup plus qu'à la transaction. C'est très important de connaître la famille de vos clients, etc. Donc, la valeur des années a une vraie valeur. Et ils ont commencé à se mettre au milieu. Puis au début, ils étaient très fidèles. Donc ils prenaient 2% de vente sur un avion, qui était le prix de la relation commerciale, puis ils étaient en bisbille contre Boeing. Puis un jour, les types se sont dit, c'est quand même marrant, pourquoi je vends que des Airbus? Ah tiens, je vais vendre aussi des Boeing. Donc Boeing ne va pas refuser une vente. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme c'est eux qui avaient la relation, ils pouvaient dire au type, combien tu es prêt à payer pour ton avion? Ah tu payes tant, bouge pas. Alors Boeing, combien vous me donnez de marge? Combien vous me donnez de marge arrière et de rétrocommission pour dire à ce client que c'est à vous qui doit acheter l'avion? Et donc, une industrie qui semblait imprenable, l'aéronautique, a été prise par une dizaine de personnes. Vous avez dit, vous avez une dizaine de personnes qui font à peu près un tiers des transactions aéronautiques, qui captent une partie de la marge délirante, en fait, par rapport à leur rôle et par rapport à leurs coûts et par rapport à leur travail. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à transformer Boeing et Airbus en sous-traitants. Et d'ailleurs, ils l'ont bien vu, comment les transformer en sous-traitants. Ils ont passé les 20 premières années de leur carrière à transformer les sous-traitants en comprimant leur marge à longueur d'année. Parce que c'est aussi ça, ces écosystèmes. Prenez le domaine de l'énergie, c'est un domaine à peu près équivalent. C'est un domaine où les échelles sont telles qu'à partir du moment où on maîtrise un lien quelque part de façon massive, on a un pouvoir structurel énorme pour retourner l'ensemble de la chaîne de valeur.
Et donc, le risque, c'est une disruption dans la distribution de l'énergie. Pourquoi? Parce que vous avez l'émergence de cette bête lancinante qu'on appelle le smart grid. Moi, ça fait 10 ans que j'entends parler du smart grid, ça me fascine. Je n'ai toujours pas compris, en fait. Mais en fait, il faut faire attention. Victor Hugo a dit « Rien n'est plus fort qu'une idée qui a mis de nombreuses années à émerger ». Parce qu'elle vient avec la force des années. Et c'est un peu l'intelligence artificielle, c'est un peu le smart grid. Ça fait tellement longtemps qu'on en parle qu'on se dit « ça ne marchera jamais ». Mais le problème, c'est que le jour où ça fonctionne, ça peut être un vrai tsunami. Pourquoi le smart grid, jusqu'à présent, ça n'a pas été la bonne stratégie? Parce que les apps qui étaient fournies aux clients à travers le smart grid n'avaient pas le niveau d'expérience minimum attendu par ces clients. C'est quand même le gros raté du smart grid jusqu'à présent, c'est que les sociétés ont essayé de maîtriser quelque chose qui n'était absolument pas dans leur culture, qui est le développement d'apps killer en interne, entièrement intégrés. Puis il y a eu une révolution, c'est le green button. Alors vous devez tous connaître le green button évidemment, qui est le fait que les États-Unis se sont dit il faut offrir ces données dans une API ouverte. Et il faut passer d'une relation de sous-traitant à une relation de surtraitant. Pourquoi une relation de surtraitant? Parce que qu'est-ce que c'est ouvrir une API? Ouvrir une API, c'est rendre son entreprise programmable et la donner à la multitude des développeurs qui vont pouvoir développer des choses. Or, ce qu'on appelle les software people, les gens qui développent du logiciel sont aux antipodes de la culture industrielle des gens présents dans l'industrie énergétique. Pourquoi toutes les apps développées dans le domaine de l'énergie par les acteurs en place ont été des catas? Désolé de le dire comme ça. Mais pourquoi ils ont été des catas en termes d'adoption? Pour une raison très simple. C'est qu'ils n'ont jamais réussi à avoir l'agilité de développement que n'importe quelle start-up du web du coin a à sa disposition. Et c'est vrai que le Green Button représente une solution et une alternative à cette situation, puisqu'elle permet au meilleur des deux mondes de coexister et d'être en partenariat. Alors, par exemple, tiens, c'est intéressant. Qui connaît Opower, là, dans l'assistance? Ouais. Ok, c'est marrant. Mais Opower, par exemple, aux États-Unis, est un acteur en croissance extraordinaire, qui a pris une place assez dingue, simplement en offrant une app par-dessus le Green Button. C'est une entreprise qui n'aurait pas été possible si le Green Button n'avait pas été là, et qui aujourd'hui offre à ses clients une expérience qui est plébiscitée. Quand vous allez sur les sites de review, parce que les Américains sur Yelp notent aussi les sites Internet, ça c'est un truc c'est assez étonnant, les avis sur Opower sont dithyrambiques. Ils ne sont pas juste « ouais, c'est sympa ». C'est vraiment, ils sont en train de créer des phénomènes du niveau d'un Google ou d'un… Et ça, c'est quelque chose que j'essaie toujours de transmettre dans les Barbare Attack, c'est de faire comprendre que les logiciels sont vraiment l'interface de relations intimes entre une entreprise et ses clients. Et que le niveau d'engagement qu'on peut avoir avec un logiciel bien fait peut être très, très, très proche de ce qu'on constate dans une secte. Un exemple que je cite toujours, le troisième cofondateur de The Family, c'est Nicolas Collin. Il a écrit un rapport sur comment taxer Google, en gros, qui a été commandé par le gouvernement français. Il a reçu des dizaines d'emails de types qui ont trouvé son email et qui l'ont insulté en lui disant « mais tu es fou, pourquoi tu veux taxer Google? C'est une honte ». Et on s'est rendu compte avec Nicolas que le pouvoir politique de ces entreprises était dingue, puisqu'elle arrivait à susciter des réactions du type « il faudrait que ces entreprises ne payent pas d'impôts ». Quand on apprend que Total a optimisé son IS, vous avez vu les émeutes qu'il y a. Les gens sont ulcérés, trouvent que c'est honteux qu'une société qui gagne autant d'argent puisse bénéficier d'avantages fiscaux. Quand on apprend que le taux réel d'imposition de Google en Europe est inférieur à 1%, ça choque personne. Et au contraire, les gens défendent cette société corps et âme contre l'invasion fiscale qui voudrait les taxer. Donc, c'est assez intéressant à voir parce que ça, Google l'a fait parce que ça fait 10 ans que Google, même plus maintenant, ça fait 10 ans que Google est à la hauteur.
Ça fait 10 ans que Google offre une expérience exceptionnelle. Dans les moteurs de recherche, Google n'est pas un moteur de recherche lambda. C'est le meilleur moteur de recherche. Donc il a réussi à créer un lien extraordinaire avec ses utilisateurs. Pendant ce temps-là, on a eu à ERDF, oui c'est à ERDF, il y a même une faute, pardon, désolé, Linky, le Smart Grid version française. Alors, c'est quoi, si ce truc était une startup as a family, comment on le jugerait? Ben, on le jugerait assez durement parce que c'est un capex très élevé, c'est une plateforme fermée, ça n'utilise absolument pas la multitude et ça ne permet pas du tout de transformer ça en plateforme programmable. Le grand problème du Smart Grid, ce n'est pas un problème hardware. Le problème du Smart Grid, c'est un problème software. Et ERDF n'a pas la culture du software, Dieu merci d'ailleurs, parce qu'au passage, si les types qui fabriquaient de l'énergie avaient le même taux de fiabilité que les types qui fabriquent des softwares, je peux vous dire qu'il n'y a pas une centrale qui tiendrait. Elles exploseraient toutes les unes après les autres. Et c'est pour ça que c'est vraiment un problème, c'est ontologiquement très différent. On ne programme pas de la même façon un système critique qui peut tuer des millions de gens et un système où quand ça bug, à part 3 personnes qui râlent, c'est pas grave. En fait, c'est pour ça que c'est 2 fonctions qui doivent être parfaitement dissociées. Et l'erreur fondamentale que ERDF a faite, c'est de créer aucune relation avec un écosystème de start-up innovant qu'aurait pu prendre à leur charge ce rôle de créer le lien avec le client et de pouvoir développer des choses. Aujourd'hui, la révolution technologique aux États-Unis, elle est attaquée avec des objets qui ont une culture consumer extrêmement forte, alors que c'est des objets qui sont plutôt professionnels. Si vous prenez Nest, par exemple, Nest, c'est un thermostat intelligent qui, au bout de quelques semaines, apprend vos préférences et vous n'avez plus besoin d'y toucher. Et en plus, il utilise les données empiriques dans la région pour pouvoir se régler automatiquement. Par exemple, vous êtes dans le Wisconsin, l'hiver approche, Nest va allumer le chauffage automatiquement parce qu'il sait qu'il est dans le Wisconsin et que l'hiver approche. Après, il va constater que vous avez baissé de quelques degrés et que vous êtes plutôt du genre à vouloir une maison à 21 degrés, pendant que d'autres la voudront à 27. Et petit à petit, il apprendra vos préférences et il configurera tout au long de l'année sans que vous ayez plus jamais besoin. Donc c'est un thermostat qui se fait oublier. Maintenant, c'est un produit très intéressant à regarder. Parce que d'où vient Nest? Nest vient d'Apple. Et si vous regardez ce produit, c'est un chef-d'œuvre qui ressemble beaucoup à ce que Apple fait. Il n'y a pas de bouton, il n'y a pas d'option, il n'y a pas de choix. Il y a juste un truc qui tourne, une wheel, une roue qui tourne avec un réglage de la température. En Fahrenheit pour le coup. Nest a pris tous les codes d'Apple et les a appliqués à un objet qui semble complètement insignifiant et qui pourtant a une importance extrêmement forte dans une maison. La première source de qualité et de confort dans une maison, c'est la température qu'il fait. Trop chaud, pas agréable, pas assez chaud, c'est encore pire. Et pourtant, c'est très dur de savoir quelle quantité d'énergie utiliser. Or, ça règle ce problème-là. Nest est aussi intéressant par sa distribution. Nest a été massivement distribué en ligne et dans les Apple Store. Aujourd'hui, les gens vont acheter un Mac et un thermostat. Ça pose énormément de questions sur le rapport que les gens ont à la maison et sur à quel acteur ils confient leur confiance pour équiper leur maison sur des questions aussi importantes que l'énergie. Préfèrent aller en direct acheter ça sur Internet plutôt que passer par le moindre revendeur spécialisé. Nest n'a pas développé un réseau de revendeurs spécialisés. Il n'y a pas le garagiste, pardon. Il n'y a pas le chauffagiste du coin qui vient installer des Nest. Non, les gens adoptent Nest comme ils adoptent leur Mac. C'est-à-dire que c'est quasiment religieux. C'est comme j'ai un thermostat Nest, j'ai un iPad, un Mac, un iPhone. Enfin, j'ai la gamme totale. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'il y a un concurrent open source de Nest aux États-Unis qui doit avoir à peu près les mêmes parts de marché que l'open source. Et pareil, il a adopté tous les codes de l'open source. Donc, en plus, il y a de la place pour différentes religions et différentes écoles. Alors, une autre histoire qu'en plus j'ai la chance de connaître de l'intérieur, Philips Hue. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Philips Hue.
C'est assez intéressant parce que c'est un produit qui a été assez peu distribué en France, mais qui est l'histoire typique d'une grande entreprise qui innove malgré elle. Alors pour la petite info, le type qui a fait la stratégie de Philips Hue chez Philips est un de mes anciens employés. Ça a été l'un des meilleurs employés que j'ai jamais eu de ma vie. Et après, on avait fait une start-up ensemble et il a quitté cette start-up pour rejoindre Philips. Et aujourd'hui, il est directeur de la stratégie de Philips. Et donc l'histoire de Philips Hue, c'est vraiment une histoire que j'ai envie de partager avec vous parce qu'elle est incroyable. C'est un jour, Philips apprend en board qu'ils sont distribués en Apple Store pour des ampoules qui se connectent par le Wi-Fi et qui sont contrôlables par un smartphone. Alors c'est quoi Philips Hue? C'est une ampoule qui a tout le spectrogramme de lumière, donc il peut faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et qui est contrôlable par un software sur iPhone et qui est distribué en Apple Store. Et l'ampoule coûte, je crois, 60 $, l'ampoule. Par contre, c'est une LED, ça dure très longtemps, c'est à consommation faible énergie, etc. Et donc, sans rire, un jour, le board reçoit des remerciements de la part d'Apple pour cette innovation extraordinaire. Et le board de Philips découvre que personne n'a rien validé sur ce sujet-là et qu'il y a un type en Hollande, dans une division cachée, qui a détourné du budget, c'est pas une blague, hein, pour lancer ce truc-là. Réaction initiale du board, virons-le. Il n'a pas respecté ni le service achat, ni le supply, ni le demand, ni le marketing, ni rien. Enfin, donc comité, pas de discipline, je ne sais pas comment on appelle ça, mais du moins comité d'urgence, arrêtons tout, il faut arrêter. Et puis là, en fait, un jeune consultant, Anthony De Filippo, leur dit, les gars, c'est sympa d'arrêter tout ça, mais, mais Philips Hue, c'est une réussite. On a créé un produit qui est une innovation extraordinaire, qui est célébré dans la presse, qui a reçu aucun budget marketing, qui a juste un contrat de distribution avec Apple, alors que nous, si on décroche le téléphone, Apple ne nous répond même pas. Il faudrait plutôt qu'on lui demande comment il a fait pour avoir des gens qui répondent. Puis il faudrait le promouvoir, en fait, ce type. Donc ils l'ont mis dans un placard et ils ont confié au patron de la division LED à Philips Hue. Et depuis, Philips Hue stagne. La direction de la stratégie a décidé de reprendre en main la chose, a repris ce type de son placard, l'a remis à la tête de Philips Hue et lui a dit « Bon, bah, finalement, on t'écoute. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et alors, c'est une histoire fascinante parce qu'elle montre à la fois que, en fait, les grandes entreprises ont des capacités d'innovation réelles, que leurs réunionites intenses ont tendance à les inhiber et les process en place ont tendance à les détruire, qu'il existe des gens de grand talent dans ces entreprises qui sont même d'ailleurs inconscients, en fait, qui sont capables d'innover malgré l'entreprise, et qu'à partir du moment où ces innovations re-rentrent dans le process classique, elles retombent. Quelle est l'innovation d'usage derrière Philips Hue? C'est que vous pouvez imaginer plein d'applications. En plus, il a fait des choses très bien, il a fait une API. Alors, il y a un usage que moi j'utilise, par exemple, que j'adore, c'est que vous pouvez installer dans une pièce des Philips Hue qui sont connectés à votre télé, et la lumière change en fonction de l'ambiance dans le film. Et ça a été entièrement programmé que par des amateurs. C'est-à-dire le fait de capter le signal vidéo, de transformer ça en données pour You dans l'API Open de You, c'est même pas distribué commercialement. C'est des amateurs qui s'échangent du code. C'est rien d'autre. Donc vous voyez, d'un seul coup, quand un objet comme ça est rendu programmable, des milliers de créativités peuvent prendre le contrôle. Et le grand problème aujourd'hui de l'industrie de l'énergie, c'est que ces possibilités-là sont très très peu offertes et très très peu accessibles. Alors pour finir, la dernière chose, la dernière disruption qui est finalement la plus complexe et la plus interrogeante et la plus compliquée, c'est qu'est-ce qui se passe chez les fournisseurs d'énergie. Alors revenons au cas Google. Par définition, si disruption il doit y avoir dans la production d'énergie, ça ne pourra venir que d'un acteur capable de mobiliser des capitaux extrêmement importants. L'impression de voir une fenêtre déjà ouverte là, mais par définition, on parle d'une industrie à fort capex qui est à la fois le problème et l'avantage de cette industrie. Il faut faire attention, ce ne sera pas la première fois qu'une industrie avec des très 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 forts capex est disruptée. Regardez la situation de l'automobile.
Personne n'aurait cru que Tesla était capable de faire quelque chose. Alors pourquoi ils investissent massivement dans l'énergie? Le discours officiel de Google, c'est pour des raisons fiscales. Tout argent investi dans les énergies vertes aux États-Unis donne lieu à un abattement d'impôts supérieur à l'argent investi. Donc le milliard, en fait, leur a rien coûté, puisqu'ils ont réduit leur facture fiscale de façon énorme. Alors, il y a un petit problème dans ce discours, c'est que déjà, Google ne paye pas beaucoup d'impôts. Alors, optimiser un truc qui a déjà été archi-optimisé naturellement, ça ne fait pas grandement sens. Deuxièmement, Google, j'ai beaucoup de mal à croire qu'ils peuvent mobiliser autant d'argent simplement parce qu'un directeur financier a trouvé une astuce. Parce qu'au passage, OK, en termes fiscaux, c'est intéressant, mais en termes d'emmerde, déployer le plus gros réseau de panneaux solaires de la Silicon Valley, c'est pas le truc où Google est le plus à l'aise du monde. C'est pas comme s'ils avaient mis un type derrière un ordinateur qui avait fait un algo et que l'algo avait scalé dans le monde. Là, on parle d'aller poser des panneaux, de chercher de l'efficience énergétique, etc. Alors, évidemment, nous, on a une thèse là-dessus, c'est qu'on les soupçonne de vouloir remonter la chaîne de valeur, on verra. Mais c'est deux explications. Mais il y a un autre acteur vachement intéressant, et on va revenir sur le début de la présentation, c'est Elon Musk et Tesla. Elon Musk, il a fondé deux sociétés. Une qui s'appelle Tesla, qui sont les voitures électriques de luxe et qui sont de moins en moins luxueuses. Donc il est en train de descendre la chaîne des voitures pour en produire de plus en plus. Et il a créé Solar City, qui est la première société de panneaux solaires aux États-Unis, si ce n'est dans le monde, je ne sais pas. Mais pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, Solar City possède 1/3 des panneaux solaires américains. Ça, c'est le chiffre officiel de leur intro en bourse. 1/3 des panneaux solaires américains. Donc, d'un côté, il y a ces voitures, et puis ces voitures, elles posent... Alors, les panneaux solaires ont une caractéristique importante, c'est que c'est comme les puces d'ordinateur, ils connaissent la loi de Moore. Le prix des panneaux solaires est divisé par 2 à peu près tous les 18 mois. Donc, donc ça veut dire qu'on a une courbe assez rapide. Et SolarCity a non seulement des innovations technologiques. Alors, j'ai lu pas mal d'articles, il y a beaucoup d'experts qui mettent en doute la qualité des panneaux solaires, etc. Ça m'a fait beaucoup rire. Parce que, à mon avis, SolarCity, la qualité des panneaux solaires, ils s'en tamponnent à un point pas possible, puisque de toute façon, leur innovation, elle est ailleurs, puisque c'est un acteur qui vous offre les panneaux solaires. Contrairement en France, où par exemple, vous devez vous endetter sur 10 ans, et au bout de 10 ans, c'est amorti par l'économie d'énergie que vous avez fait, je ne sais pas quoi. Eux, c'est beaucoup plus simple. Ils viennent, ils vous installent les panneaux, ils vous disent c'est gratuit. Par contre, tu nous achètes l'énergie à nous par notre panneau directement. Donc c'est ça, le business de SolarCity, c'est d'être une compagnie de production d'énergie en utilisant la capacité solaire des maisons à leur profit. Le problème, c'est que le solaire seul ne peut rien. Des fois, il pleut, il ne fait pas tout le temps beau, le rendement énergétique est parfois pas suffisant, etc. Et puis, Tesla, dans le même moment, a un problème incroyable, c'est que la durée de vie des batteries, c'est comme sur votre portable. Vous savez, la première fois que vous rechargez votre batterie, vous la rechargez à 100%. La millième fois, ou je ne sais pas combien de fois, en fait, vous la rechargez qu'à 60%. Et c'est pour ça que vous avez l'impression que votre téléphone se décharge de plus en plus vite. Parce que les batteries ne sont pas éternelles. Alors, dans un téléphone, à part avoir des conséquences d'agacement assez profonds, quand à 10 h du matin, on n'a plus de batterie, bon, on vit avec. Par contre, dans une voiture, perdre 40% de capacité énergétique, c'est un peu plus embêtant. Et donc, ils se sont dit, alors, donc, autre donnée à savoir, c'est qu'aujourd'hui, les 35 000 Tesla vendus dans le monde, c'est pas beaucoup pour l'instant, mais 35 000 Tesla, représentent la moitié des batteries en circulation pour véhicules électriques. Ce n'est pas une position de marché anodine. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont dit, on a d'un côté des maisons qui, de temps en temps, n'ont pas d'énergie. De l'autre côté, on a des batteries dans des voitures qui ont des durées de vie limitées. Fusionnons les deux. Et ils sont en train d'adopter une approche full stack. Et alors ça, je vais en parler de ce que c'est l'approche full stack, avec la Gigafactory. Donc la Gigafactory, c'est quoi? C'est que Tesla veut obtenir la capacité de produire... En 2020, ils veulent obtenir la capacité de produire 35 gigahertz d'énergie. Gigawatts, pardon. Gigahertz.
Pardon, lapsus de secteur. Pourquoi ils veulent faire ça? Parce qu'ils veulent prendre en fait les batteries usées dans les voitures et l'installer à l'intérieur des maisons. Puisque dans une maison, ce n'est pas grave si vous avez une batterie qui n'utilise que 60% de sa capacité et qui donc utilise 40% d'espace pour rien. Dans une voiture, c'est plus grave. Et donc, ils veulent maîtriser la chaîne en full stack. Alors, full stack, ça veut dire quoi? Full stack, c'est la nouvelle mode des sociétés de la vallée. C'est de se dire qu'il faut qu'une société maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur du début à la fin. Par exemple, Uber est une société full stack, les taxis sur téléphone, parce qu'elle maîtrise l'ensemble de la relation client, de l'approvisionnement des véhicules, de la gestion des flottes, de la formation des chauffeurs, jusqu'à la distribution et le paiement des clients, et le marketing, etc. Donc l'approche full stack veut qu'au lieu de faire seulement une fonction opérationnelle d'une entreprise, vous utilisez cette fonction opérationnelle comme un avantage comparatif pour maîtriser toute la chaîne. Donc, comme vous maîtrisez les batteries de voitures, il faut maîtriser la production d'énergie aux États-Unis. Et pour ce faire, on a déjà une grille en place qui est la grille des panneaux solaires. Et le but derrière tout ça, c'est tout simplement la désintermédiation. Pourquoi? Parce que si vous maîtrisez des flux et des réseaux locaux entre les voitures, les panneaux et l'énergie produite localement, d'un seul coup, vous n'avez plus besoin des opérateurs historiques pour produire l'énergie. Vous avez une capacité de production d'énergie continue. Vous pouvez même imaginer une maison connectée full Tesla. Vous pourrez même imaginer que finalement Tesla remonte sur les pas de Nest et lance un thermostat, une gestion de l'énergie, une répartition de la charge, une meilleure expérience client, une facture d'électricité moins chère, une expérience de paiement entièrement intégrée. Par exemple, Tesla vient de racheter une société de crédit immobilier. Vous voyez l'approche full stack? Nos clients ont besoin de crédit pour acheter les voitures. On rachète une société de crédit immobilier qu'on convertit pour faire des prêts à la consommation pour payer les voitures. C'est une histoire d'amour assez singulière, puisque c'est quand même assez rare dans l'histoire de l'humanité que deux sociétés avec plusieurs milliards de capitalisation cotées en bourse soient contrôlées par la même personne et qu'ils aient un alignement stratégique. Donc, effectivement, il y a un petit unfair advantage maison là-dedans. Mais vraiment, on est en train d'assister à une prise de position stratégique énorme dans la production énergétique des États-Unis. Et donc, tout ça mène à quoi? Tout ça mène à une nouvelle infrastructure de distribution de l'énergie qui est beaucoup plus locale, beaucoup plus intelligente et beaucoup moins centralisée. Et le tout, en fait, va être alimenté par les panneaux solaires de ce réseau.